Merci à tous les deux de venir discuter sur l'IA aujourd'hui au Connect Lille. C'est vrai que quand on parle d'intelligence artificielle, on mélange souvent quand même beaucoup de cas d'usage, beaucoup d'éléments, la data, les algorithmes. Et entre-temps, c'est vrai qu'on nous promet toujours une révolution forte dans l'ensemble des métiers du retail, voilà, on va avoir des tâches à valeur ajoutée qui vont être réalisées beaucoup plus facilement, beaucoup plus automatiquement, avec des gains de productivité et de précision fantastiques. Et puis d'un autre côté, il y a plein de retailers qui nous disent moi ce qui m'intéresse, c'est je suis très pragmatique, je veux juste la bonne data au bon endroit pour que justement mes équipes puissent prendre la bonne décision. Et puis à côté de ça, on a les discours de sophistication sur l'IA générative, etc. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on discute sur trois thématiques. D'abord le panorama un peu des usages de l'intelligence artificielle dans le retail. Et puis ensuite, on va échanger sur les raisons, les moteurs et les bénéfices et les risques de l'intelligence artificielle. Et puis enfin, on va aborder les facteurs clés de succès et les pièges à éviter pour que vous puissiez vous mettre en œuvre, si ce n'est pas déjà le cas, au sein de vos enseignes respectives. D'abord, je vous propose de vous présenter. Présenter votre enseigne. Bon, on les connaît, mais un petit rappel. Et puis surtout votre rôle au sein de cette enseigne. Marie, je te laisse commencer. Merci. Donc moi, je suis Marie Darderol sans devoir. Je suis CMDO, donc ça veut dire je gère le marketing et le digital au sein d'Undies. Undies qui est une marque du groupe Etam et c'est donc une marque de lingerie experte avec des prix accessibles, plutôt jeune, fun et coloré qui s'adresse à une génération un peu plus jeune. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Samir Amelal, je suis Chief Data Officer et DSI de Auchan, Retail France. Voilà, donc je m'occupe de l'IT et de la data. Vaste programme. Donc c'est bien, on a deux profils complémentaires. En effet, Marie davantage sur les fonctions, on va dire, front office, client, marketing, et puis Samir davantage sur les fonctions, on va dire, plutôt back office, d'amélioration de modèle commercial, donc on va pouvoir en parler. Ce qui, je pense, va être le plus intéressant pour tous, c'est de parler des panoramas, des différents usages de l'IA dans le retail. Mais avant ça, avant qu'on aborde ce sujet-là, j'aurais bien aimé avoir vos convictions finalement sur comment est-ce que vous qualifieriez je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Comment qualifier voilà, l'intelligence artificielle, merci Samir, appliquée au retail. Est-ce que d'après vous, c'est vraiment transformationnel, une nouvelle vague qui arrive sur le retail ou c'est une petite vaguelette? Samir, je te laisse commencer. Je dirais que ce n'est pas une nouvelle vague. Je pense qu'on est en train d'accélérer, notamment avec la percée, on va dire, de nouveaux types d'intelligence artificielle, notamment les réseaux LLM qui sont explorés depuis quelques années. Les réseaux de neurones, c'est ça? Les réseaux de neurones, alors les réseaux de neurones, c'est très vieux, ça date des années 60. Il y a eu plusieurs hivers de l'IA où ça donnait peu de résultats. Ensuite, l'accroissement des données et la modification des architectures des réseaux de neurones ont fait que finalement, on s'est mis à obtenir des résultats. On a obtenu des premiers résultats pour le computer vision, donc en fait, la reconnaissance d'images. Les modèles de réseaux de neurones avaient des résultats très moyens en termes de traitement naturel du langage, ce qu'on appelle le NLP. Et l'IA générative, c'est pareil, il y a des choses qui existent depuis les années 2017, ce qu'on appelait les réseaux antagoniques génératifs, mais pareil, qui donnaient des résultats très moyens. Et là, les LLM, donc c'est une nouvelle forme de réseau de neurones qui donne des résultats qu'on connaît et qui effectivement change un certain nombre de choses et accélère fortement un certain nombre d'autres choses qu'on pourra développer, mais voilà, depuis un an. Donc ce que tu dis, c'est que c'est pas nouveau du tout ça. C'est juste l'accélération en effet et je pense l'utilisation aussi d'outils comme ChatGPT qu'on veut en valoriser l'IA générative. Mais d'après toi, c'est quoi ta conviction sur l'impact justement sur les métiers du retail de toute cette percée, on va dire, même si elle n'est pas tout à fait récente de l'IA? Je ne suis pas un prophète, donc je ne sais pas vraiment quel sera l'impact. Est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître? Est-ce qu'il y a des métiers qui vont... ce qui est certain, à mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de métiers vont se transformer. On a déjà commencé à l'observer via l'intelligence artificielle, via la data. Il y a des métiers qui se sont fortement déjà transformés, notamment les métiers du marketing. On a vu dans les années 2010 l'apparition de certains acronymes, DMP, SSP, DSP, enfin tous les acronymes en P pour plateforme. Et donc les métiers du marketing, du média ont fortement évolué.
On commence à voir des métiers comme les RH, comme même l'IT, on pourra en parler, qui sont en train d'être impactés par ces technologies. Et donc, ce qui est certain, c'est que ça va impacter très fortement les métiers. Peut-être que certains seront beaucoup moins nécessaires et d'autres beaucoup plus. Je dis souvent, il y a beaucoup moins de maréchal Ferrand qu'il y a 2 siècles. C'est pas pour ça qu'il n'y en a plus du tout. Mais voilà, il y a des évolutions qui font qu'on a des métiers qui évoluent ou qui sont beaucoup moins nécessaires. Et tu avais comparé justement l'intelligence artificielle avec l'arrivée des GAFA, en effet, sur les fonctions marketing, en disant que c'était encore plus radical que justement cette transformation-là. Tu confirmes que c'est bien le cas? Ouais, je pense que l'impact va être très très fort. Merci Samir. Marie, t'en penses quoi de ton côté? Écoute, pour moi, il y a 2 aspects, voire 3. En fait, dans les IA génératives et dans les IA, il y a tout l'aspect dont je pense tu vas parler, qui est plutôt effectivement back-office, qui traite à gérer des volumes et qui traite aussi à transformer des métiers et à les remplacer pour en faire d'autres. Parce que je pense que ce qui est important, c'est qu'il n'y a plus de maréchal Ferrand, mais il y a des types qui réparent des voitures. Donc en fait, il y a une nouvelle, c'est la destruction créatrice, hein, la bonne vieille. Et donc, du coup, cette espèce de façon de le faire en back-office, nous, chez Undies, et par mon métier, qui est plutôt en image de l'image et de la communication, on est plutôt dans une démarche qui n'est pas de scale-up, de volume, etc. On est plutôt dans une démarche de... C'est comme si la suite Office arrivait, ben, ça nous intéresse, parce que fatalement, en tant que professionnel, on a envie de savoir ce qui se passe. En plus, on est une marque qui est plutôt dans l'innovation, qui est plutôt dans la tendance. Donc en plus, on se sent de toute façon, voilà, on a une mission, c'est dans notre ADN. On adore ça. En plus, à titre personnel, en général, on embauche des gens qui ont ça dans le sang. Et puis voilà, comme je vous ai dit, on a une marque plutôt jeune qui s'adresse aux early millennials et aux Gen Z. Donc fatalement, à partir du moment où on se dit, quand on regarde les chiffres, que 90% des étudiants aujourd'hui ont déjà utilisé ChatGPT ou l'ont déjà adopté, que vous regardez que toute cette génération, c'est la génération Covid qui a fait ses études et qui a communiqué pendant plusieurs années uniquement par Zoom, par Teams. Enfin, moi, ma génération, on l'a découvert là. C'est des gens qui auront grandi avec, c'est des gens qui gèrent les algos, qui savent à quelle heure il faut poster où, quel type de contenu. Donc on se dit, c'est des gens pour qui c'est naturel, c'est natif. Donc il faut qu'on soit dedans pour accompagner le mouvement, pour aussi donner... Encore une fois, on est sur du marketing, donc tu as très bien dit, on est sur du frontline, les codes visuels de maintenant. Donc, comme il y a quelques années, c'était la 3D, etc. Et encore avant, il y a eu un moment, il fallait passer du noir et blanc à la couleur. Bah, c'est pareil. Là, en ce moment, vous avez été très fidés avec des visuels de sources d'IA générative. C'est important pour nous d'accompagner ce mouvement-là. Et puis last but not least, c'est hyper important en tant que marque employeur de dire aux gens, si vous venez travailler chez nous, surtout à des gens jeunes, vous serez formés et vous allez utiliser les nouveaux outils. Enfin, c'est comme s'il y a 10 ans, là, on disait aux gens, ou il y a 15 ans, vous allez chercher des choses sur Google. Bon, bah, là, ça paraît assez normal et évident de dire, bah, vous serez formés, vous êtes au studio graphique, vous allez avoir un photographe qui va vous former à mi-journée, vous rentrez en conception, rédaction, vous travaillerez sur ChatGPT. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de former les gens à ChatGPT. Donc tout ça, c'est hyper important. Et surtout quand on est une marque avec un fort tropisme français, on n'est pas une marque aussi internationale que d'autres marques, quelque part, on a une dette client. Donc en fait, que vous alliez sur le site de Zara, de Shein malheureusement, ou de Undies, vous ne savez pas si derrière il y a 2 types ou 20 000 types, s'il y a 1 euro ou s'il y a 1 milliard. Donc en fait, la dette client, elle est d'offrir la même expérience client que des boîtes qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus internationales, beaucoup plus riches. Et en fait, des outils comme les IA génératives grand public, qui est quand même la grosse révolution qui fait qu'on est passé d'un monde où en fait ça existe depuis longtemps à tout le monde en parle et on se retrouve sur scène à en parler, c'est que ça nous permet à nous, parce que grand public, on est des professionnels, mais on reste quand même des gens, enfin, c'est comme quand tu utilises Microsoft Office, c'est du grand public, de scaler des choses à notre petit niveau. Donc on est vraiment, nous, dans une démarche d'utilisation de personnes pour pouvoir être un peu plus puissant et pour pouvoir proposer des choses qu'on n'aurait pas forcément proposées du fait de la taille de nos équipes et de nos moyens dans cet écosystème et ce contexte hyper concurrentiel du textile en général. Merci, donc une vision bien complémentaire en effet, parce que avec des objectifs un peu différents et on va en parler un petit peu, parce que voilà, t'en as dit quelques mots, plutôt on va dire pour générer et enrichir votre marque employeur et générer justement et être davantage dans les codes de la génération Z, ou en tout cas les nouveaux codes. Et puis toi de ton côté, on va voir sur les différents éléments dont tu vas nous parler sur les panoramas justement, plutôt de l'utilisation de l'IA sur la transformation du modèle commercial. Et avec un impact aussi qui est quand même assez fort. Donc justement, peut-être que Samir, tu peux peut-être commencer sur le panorama des usages ou d'époque que tu as pu déjà mettre en place au sein d'Auchan sur le sujet de la data et de l'IA.
Alors, effectivement, sur le sujet de la data et l'IA, on déploie un certain nombre de dispositifs. Alors, parfois, on utilise l'IA générative et on pourra y revenir. Et effectivement, maintenant que ça produit des résultats concluants, on commence on s'en sert de plus en plus et pour un certain nombre de cas d'usage. Et puis, il y a des dispositifs qui font appel à d'autres approches. Je te parlais quand on discutait un peu par exemple du prix. Dans un contexte d'inflation, on a développé un logiciel, une solution en fait qui nous permet de bien mesurer l'élasticité prix. Ce sont des méthodes utilisant l'intelligence artificielle, donc des réseaux de neurones, qui nous permettent de savoir quels sont les produits sur lesquels on a une forte élasticité, sur lesquels on a un intérêt à être compétitif, donc à baisser les prix. Et donc ça, par exemple, ça nous force à changer notre façon de faire ce métier-là, en l'occurrence, pour revenir au sujet tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui avait une méthode, qui a éprouvé une méthode de gestion, le patron du prix chez nous pendant des années. Quand je l'ai rencontré, d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il avait 30 ans ou 25 ans d'expérience. Il faut l'amener aussi à nous accompagner dans la mise en place d'un nouveau process et un nouveau dispositif qui va non pas s'intercaler dans son process métier classique, et c'est souvent ce qu'on croit. On croit que ce type de solutions vont venir finalement se tordre et entrer dans un process préexistant. En réalité, il a fallu lui faire comprendre, et il a très vite compris, qu'il avait vocation à réinventer lui-même la façon dont il allait faire du pricing demain. Dans son intérêt à lui, parce que c'est mieux de l'inventer soi-même que d'attendre que d'autres le font à sa place, et le fassent à sa place, pardon, et qui finalement il se retrouve sur le bord de la route, un peu dépassé. Et c'est bien aussi pour l'entreprise d'être capable d'utiliser ce type de dispositif pour faire du pricing. Alors il est en test sur une vingtaine de magasins, ce dispositif. On va bientôt l'élargir parce que c'est extrêmement concluant. Mais ça a posé beaucoup de questions. C'est vrai que ça a posé la question aussi du ROI, parce qu'en réalité, le ROI, quand la direction data produit ce type d'algorithme, même si le product owner est côté métier, comment on peut se réattribuer finalement ces ROI? Est-ce qu'il faut le revendiquer? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres KPI qui nous permettent justement de revendiquer un succès? Est-ce que ça peut être, on en parlait aussi, un ROO, c'est une notion qu'on met en place, retour sur objectif. Et l'objectif, c'est peut-être un usage plus fort de cet outil dans les métiers, parce qu'il y a une équipe de pricing, et donc effectivement, il faut que la solution, outre le patron du pricing, il faut qu'elle soit adoptée par l'ensemble de ses collaborateurs. Ouais. Et donc on doit pouvoir mesurer justement l'usage de cet outil pour pouvoir ensuite revendiquer peut-être un gain de marge ou ce genre de choses. Super. Donc on reviendra en effet sur les éléments de change et de priorisation des cas d'usage dans la deuxième partie. Donc là, tu nous parlais en effet d'Elasticity Prix, et si j'ai bien compris, c'est un algo que vous avez directement développé au sein de vos équipes en plus de ça. Sachant que tu m'avais parlé aussi sur la même thématique, on va dire, du modèle commercial, d'identification, enfin d'utilisation des caméras de surveillance. Tu veux en dire quelques mots sur le sujet ? C'est des technologies de computer vision qu'on teste et on éprouve depuis un certain temps à travers plusieurs cas d'usage. Alors, on a par exemple un cas d'usage qui est le magasin intelligent ou autonome. C'est un magasin, on en a un à l'EDEC, école de commerce qui est à côté de Roubaix, ouais. À Croix, je crois. Je sais pas si c'est Croix-Roubaix. Ouais, donc, ouais, je sais pas si c'est Croix ou Roubaix. Bon, toujours est-il qu'on a un magasin autonome comme ça à l'EDEC, et puis on en a un depuis peu aussi au siège de Auchan France à Villeneuve-d'Ascq. Donc c'est des magasins où vous rentrez avec votre carte bleue. Alors c'est soit la carte bleue, soit l'application, mais vous mettez la carte dans son contact, ça fonctionne aussi. Vous pouvez prendre n'importe quel produit dans le magasin et puis sortir directement. Et puis, c'est comme un e-commerce, donc à chaque fois que le client prend un produit, ça s'ajoute au panier. À chaque fois qu'il le repose, on le retire du panier. Et puis, s'il s'en va avec le produit, on lui envoie la facture et on débite automatiquement son compte. Et donc, au-delà des cas d'usage, des parcours clients que ça apporte un service, parce que c'est souvent, c'est utilisé pour des courses d'appoint ou des courses de dépannage. On fait pas la queue, ça va très vite. Ça remplacera jamais un hypermarché ou un supermarché. Ça peut venir
peut-être même ça peut devenir un service à l'intérieur d'un supermarché, on ne sait pas. En tout cas, on est en train d'éprouver le modèle, on est en train d'éprouver aussi les rotations qu'on a besoin d'avoir dans ce type de magasin en termes de stock, parce que c'est assez coûteux hein, d'installer une caméra tous les 1,6 mètres carrés, donc c'est plus un système de Il en faut pesée. plus que d'habitude. Ouais. Exactement, donc il en faut beaucoup, plus un système de pesée sur les rayons qui permettent de faire un double check. Donc, encore une fois, c'est assez coûteux. Donc, il faut trouver le modèle. Ça nous permet de les éprouver en environnement fermé pour l'instant, donc dans notre centrale, enfin dans notre siège et puis à l'EDEC. On envisage d'autres types d'environnements fermés, les hôpitaux, etc. Et puis plus tard, peut-être dans des environnements plus ouverts. Et surtout, en fait, ça nous permet de tester notre capacité et d'autres cas d'usage en computer vision. Donc, on développe ces compétences de computer vision, parce qu'il y a des caméras partout, etc. Et ça nous permet, par exemple, dans des magasins plus classiques, d'observer la rupture de certains produits dans les rayons, les planogrammes, c'est-à-dire, en fait, est-ce que les produits sont à leur place ? Bien placé, ouais. Exactement. Ça pourrait nous permettre de faire, par exemple, un GPS dans les hypermarchés, puisqu'en fait, on se perd parfois, et donc d'aider les clients à trouver le produit. Ça peut nous aider aussi, dans le contexte d'inflation qu'on vit malheureusement, on a beaucoup plus de démarques inconnues, donc du vol parfois, notamment sur les caisses libre-service. Ça va nous permettre de mettre en place des dispositifs de surveillance qui vont pouvoir alerter ou bloquer la caisse et demander une vérification quand on observe une différence entre ce qui est vu par la caméra et ce qui est passé à la scannette. Ouais. Et donc voilà, il y a tout un tas de cas d'usage en computer vision aussi et qui va nous aider à améliorer notre excellence opérationnelle. Donc voilà, ça c'est un type de cas d'usage. Et puis après, on en a plein d'autres, hein, notamment avec de l'IA générative. Là, j'ai parlé de beaucoup de choses, sauf d'autres types d'IA que d'IA générative. Mais pour l'IA générative, c'est de la même façon quelque chose qu'on utilise, notamment pour le service client. On a un call center, des gens qui... Pour les réponses du SAV ? Exact. Alors, on ne répond pas automatiquement, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'IA générative pour répondre. On est en train de tester une autre approche qui consiste à demander à nos agents, les personnes qui sont sur le call center, d'utiliser une IA générative pour obtenir plus rapidement la réponse, plutôt que de la chercher dans un FAQ ou dans la documentation, de poser la question en langage naturel et d'avoir la réponse pour pouvoir répondre ensuite, mais garder des humains en face de nos clients. Ok, super, merci beaucoup Samir pour ces premiers use cases. Si on parle d'IA générative, justement, ça fait bien le lien avec les cas d'usage que tu voulais partager aussi, Marie. Tu peux nous dire un peu ce que vous avez fait chez Undis, justement, avec l'IA générative en particulier ? Écoute, oui, nous on est allé, quand on fait du marketing, il y a la sainte trinité, le texte, l'image et la vidéo. On y allait progressivement parce que fatalement tous les outils n'étaient pas prêts les uns en même temps que les autres. On a commencé il y a quasiment très exactement 1 an, parce que de mémoire, ChatGPT est arrivé en janvier, de façon grand public. Moi, je suis ex-L'Oréal, ex-LVMH, et quand je suis arrivée il y a 1 an et demi, on m'a dit on ne vend pas les maillots de bain sur le site, alors qu'on cartonnait sur le brick and mortar, qu'est-ce qui se passe ? Donc j'ai regardé, et le premier truc qui s'est passé, c'est qu'on n'écrivait jamais maillot de bain sur les fiches de produits maillot de bain. Ouais, ça aide pas. Sachant que souvent, c'est des photos faites en studio où on n'a pas forcément un débardeur noir, pas forcément écrit dessus que c'est un maillot de bain si on ne le dit pas. Donc en fait, en accord avec moi-même, j'ai décidé de me séparer de l'agence SEO qui ne faisait donc pas de SEO. Et on s'est dit, on va rapatrier ça en interne, parce que, blague mise à part, on a le savoir-faire et on a la passion du produit. On sait comment expliquer le produit, on sait comment en parler. Et surtout, le fait de briefer des agences, en fait, vous perdez du temps, vous perdez en expertise. Donc, on va rentrer ça en interne. Et ce qui est assez étonnant, c'est que souvent, on parle d'IA et on dit, ah, ça prend des jobs. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que, on a internalisé, mais donc, il a fallu créer des jobs. On a créé 2 jobs, un de conception, rédaction et une stagiaire. Parce qu'on voulait aussi avoir un tone of voice et une patte d'écriture commune à tous les touchpoints de la marque, parce qu'effectivement, il y a les pages de produits, mais il y a tout le site, il y a le CRM, il y a les newsletters, il y a tout ce qu'on écrit en PLV en magasin, etc. Donc on a créé 2 jobs, on a rapatrié l'écriture des pages de produits, et on s'est dit, bon, il y a cet outil qui arrive, c'est sympathique, parce que ça va nous on sort, en fait, comme on est une marque qui se veut jeune et digitale, fatalement, on sort quand même un certain nombre de MC, de références tous les 15 jours. Donc il faut les sortir, les pages de produits. Le meilleur d'entre nous, même s'il écrit super bien, au bout de 200 pages de produits dans la semaine, il est fatigué, il va aller un peu plus vite, il va faire un peu moins bien. Donc on s'est dit, ça va dépénibiliser le travail, ça va aller un peu plus vite.
Ça sera qualitatif tout du long, parce que c'est quand même l'intérêt de la machine, c'est qu'elle n'est jamais fatiguée. Et surtout, y compris sur les stagiaires, parce que souvent on se dit, ah, le stagiaire et tout. Non, en fait, on va lui rendre son travail plus intéressant, parce qu'en fait, une fois qu'il aura poussé les murs et qu'il aura évacué ce job un petit peu répétitif, il aura du temps de cerveau disponible pour faire des trucs à valeur ajoutée qui seront plus intéressants pour lui. En plus, c'est sympa de ne pas partir d'une... Enfin, il challenge quelqu'un, parce qu'en fait, il y a quand même du travail. Hein. Quand vous utilisez ChatGPT, il faut bien prompter, il faut bien écrire, etc. Donc en fait, on est parti comme ça, et en fait, ça a fait un peu un effet de poudre dans l'équipe, où les gens se sont mis à l'utiliser. Par exemple, moi, je viens du luxe. Je ne sais pas écrire une promo sans qu'elle ait l'air complètement pareille que les autres ou un peu beauf, un peu cheap, etc. Ben souvent, je demande à ChatGPT de m'aider à trouver une idée créative pour que ce soit clair, concis et créatif. Je vous donne un autre exemple sur ChatGPT. Quand on a refait la plateforme de marque, on s'appelait Undies Cool Lingerie. La tagline, c'était Cool Lingerie. Sauf qu'aujourd'hui, on fait, comme je vous l'ai dit, des maillots de bain, on fait des pilou-pilou, on fait plein de choses, des combinaisons, etc. Donc on s'est dit, il faut trouver autre chose. En fait, on s'en est servi comme un sparring partner, comme un joker, je t'avais dit, parce que voilà, on a beau être plusieurs dans une pièce, à un moment, on est limité par nous-mêmes en fait et notre champ de compétences, et on sort pas du truc. Et donc je lui ai dit, tu vas me faire le Just Do It / Yes We Can français de la lingerie française. Il nous a sorti Be Yourself. C'est super, c'est cool, on avait tourné un peu autour, et nous, on est allé retravailler derrière, on a mis Express Yourself, parce que, comme je vous ai dit, on peut faire de la lingerie extrêmement sexy. Vous verrez à la Saint-Valentin, en fait, très sexy. Mais de l'autre côté, à Noël, vous allez avoir le combi pilou-pilou, Stitch avec des antennes. Donc il y a un côté, on ne rentre pas les gens dans des cases. Vous pouvez être la même personne qui a envie d'être ultra sexy pour soi-même et tout d'un coup, après, être dans un pilou-pilou devant Netflix avec un chocolat chaud. Donc c'est vraiment l'expression de soi. Et voilà, donc on en est arrivé, mais on a eu besoin qu'ils nous sortent un peu de là où on en était. Bien évidemment, on l'a fait retravailler, on lui a dit plus cool, plus jeune, etc. Donc ça peut être un joker sur plein d'occasions, un sparring partner, on fait les pages de produits avec, ça nous arrive de faire des newsletters avec, ou des trucs en urgence. Je sais pas, il se passe un truc, le site est down, on doit envoyer une newsletter en anglais, plutôt que de faire de la mauvaise traduction, on va aller sur ChatGPT, puis parce qu'il travaille le ton, en fait, on peut lui dire non, plus jeune, plus cool, plus décontracté, etc. Donc voilà, on a utilisé ça assez rapidement, et c'est devenu assez vite un réflexe sur tous les gens qui ont du copywriting à faire. Fatalement, quand on est des gens de marketing, on regarde aussi l'image. On faisait la campagne bain, on a rencontré un photographe qui était hyper excité, qui nous montrait ce qu'il faisait sur Midjourney. Moi, Midjourney, dès les débuts, il y a plus d'1 an, je regardais, mais c'était l'époque où les filles avaient 10 doigts, avaient plus ou moins pas de visage et tout. C'était plutôt l'angoisse, ça faisait faire des cauchemars aux enfants. Et là, il nous montre, et en fait, le truc était devenu hyper puissant, hyper précis. Donc en fait, on l'a fait venir. Donc encore une fois, c'est parfois des nouveaux métiers, c'est aussi des nouveaux streams de revenus, parce qu'on l'a payé. Et il a formé toutes nos équipes de graphistes, mais aussi sur le web et des réseaux sociaux, tous les gens qui créent du contenu, en fait, à cet usage. Et on a dit aux gens, mais vraiment, on y croit, quoi. Vous allez vous exprimer. Et donc, si vous voulez, moi, ma formation, c'est d'écrire. Enfin, sur de L'Oréal, on faisait beaucoup de storytelling, beaucoup de copywriting. J'estime, c'est peut-être prétentieux, mais que j'écris mieux que ChatGPT. Donc d'ailleurs, moi, je ne le prompte pas en le briefant, j'écris, et puis je lui dis, vas-y, fais mieux. Il fait mieux, hein, parce qu'une fois qu'il a une bonne base. Mais j'estime que quand c'est votre métier, votre talent, votre expérience, vous êtes meilleur que la machine. Et au même titre, j'étais dans la formation, j'étais avec les graphistes, et j'avais beau faire des prompts, etc., j'étais moins bonne que les graphistes. Parce qu'il y a un moment, c'est un peu comme si on était tous, voilà, on vient de plein de pays. Là, il y a quelqu'un qui parle une langue, qui est natif, indien par exemple. Bah, ChatGPT va vous permettre tous de parler indien, je sais pas, comme un enfant de 10-12 ans. C'est super, on l'aurait jamais fait, ça va être super rapide, mais le type qui est natif, ou dont c'est le métier, ou dont c'est le talent, aujourd'hui, est encore meilleur. Donc c'était pour ça que c'était aussi intéressant de se dire, les gens dont c'est le métier, vous allez être encore meilleurs, vous allez pouvoir sortir de votre champ de compétences et faire des choses encore plus folles, plus belles, etc. Et puis les autres, au lieu d'aller vous former à Photoshop, etc., voilà, on fera peut-être pas, vous allez quand même pouvoir vous mettre à un niveau qui fera qu'on aura des trucs exploitables d'un point de vue professionnel. Donc c'est un peu parti dans tous les sens, tout le monde s'est retrouvé graphiste, il a fallu un peu contrôler l'enthousiasme des gens. Mais ça nous a permis de faire des choses et de travailler, mais pas non plus d'aller sur le niveau complètement pro. Et je vais vous donner un exemple que peut-être vous avez vu. Au mois de mai, on a fait notre campagne bain d'affichage JC Deco. On était la première campagne d'affichage en France et sûrement dans le monde, sous IA entièrement. Bah, on ne l'a pas fait dans la cave ou dans un bureau ou dans une chambre. En fait, on est allé voir une agence parce qu'on avait besoin d'un DA, parce qu'on avait besoin, de toute façon, c'est tellement technique aujourd'hui, enfin à l'époque, on n'arrivait pas à intégrer les vêtements directement sous IA sur l'image. Donc il a fallu shooter le vêtement sur un mannequin qui avait une combinaison verte avec un photographe. Et après, on a
équipe de fine art, d'artisans et de grands créateurs sur Photoshop parce qu'il a fallu l'intégrer. Et moi qui suis allée faire le BAT, franchement, c'est vraiment du grand art. Enfin, c'est Leonardo da Vinci du Photoshop parce qu'on voit le grain, on voit les textures, etc. Et derrière, on avait toute une équipe de DA, parce que le visuel, on l'a vu comme ça. Nous, on travaillait quand même avant tout un affichage. Ça coûte cher un affichage. Moi, j'ai 1 seconde et demie pour convaincre dans la rue. Parce que soit vous êtes en voiture, soit vous êtes à pied sur votre téléphone ou en train de discuter. Il faut que ce soit impactant. Donc, on a essayé plein de choses. Il y a eu des poissons, ils sont morts. Il y a eu des palmiers, ils sont morts, etc. Donc, il y avait toute une démarche créative. Mais les gens qui se sont posés des questions, quand vous allez dans la rue et que vous voyez un affichage pour un Marvel ou n'importe quel film, c'est de la 3D, les gens ne volent pas, les gens n'ont pas d'ailes, etc. Donc voilà, on est en train de travailler une nouvelle iconographie, une nouvelle façon d'écrire le visuel, avec des gens qui n'étaient pas prêts non plus, parce que les agences n'étaient pas prêtes, je ne suis pas sûre qu'elles soient complètement maintenant, avec toute une artillerie de réflexion légale et éthique. On a écrit, alors que ce n'est pas encore obligatoire. Mais moi, je viens de la beauté, donc en beauté, vous dites quand c'est photoshopé. Donc là, on va dire que c'est une image générée sous IA et que c'est une image artificielle. On s'est posé des questions existentielles parce qu'on était les premiers sur le droit à l'image, à qui appartient l'image, comment ça se passe. Donc, en toute transparence, on l'a géré comme avec un photographe, etc. J'ai des droits qui vont de telle date à telle date sur telle extension géographique. Ce qui était intéressant, c'est que c'est l'agence la propriétaire du prompt. Donc en fait c'est hyper intéressant parce qu'effectivement c'est nos limites, parce que nous on avait envie de faire un truc sous l'eau et en vrai en affichage un truc sous l'eau c'est souvent quand même assez difficile. Vous avez les couleurs qui sont fades, on voulait un truc hyper impactant, hyper flash avec des filles, fatalement la pesanteur, les effets de l'eau font que vous avez les couleurs qui sont fades, vous avez les yeux qui sont explosés, etc. Et ça nous a permis de faire un truc créatif hyper puissant en faisant travailler tout un corps de métier avec plein de nouveaux métiers. C'est une agence qui fait 99% du temps de la photo, photographe et de la vidéo, réalisateur, etc. Sachant que nous, ça s'intégrait dans un 360 du bain. On a fait une vraie vidéo avec un réalisateur, avec des mannequins, etc. Et nous, on produit énormément de contenu. Je vous invite à aller sur notre LinkedIn, sur notre Instagram, sur notre TikTok, sur notre YouTube. Donc c'était vraiment rajouter une nouvelle corde à notre arc créatif. Mais quand on en a besoin, on ne se lève pas le matin, vous ne levez pas le matin en vous disant comment je vais utiliser PowerPoint ce matin. Non, c'est juste vous avez une idée et par exemple à la rentrée, notre idée c'était plutôt d'utiliser, de montrer des gens qui font du roller, du skate, etc. Bon, on a pris Jussieu, on a fait un casting avec des gens qui font du roller, du skate, etc. Et on est parti là-dessus et on a fait quelque chose d'assez entre guillemets conventionnel à la Undies, hyper TikTok avec des transitions. Donc voilà, en fait nous ça nous permet d'être créatifs. Et le dernier exemple en date, c'est, vous avez peut-être vu, ou je vous invite à aller regarder notre campagne de Noël. On s'est posé sur la campagne de Noël. Tout le concept, c'était la lettre au Père Noël. On a des objets préemballés, des produits préemballés qui sont un peu des objets d'achat impulsif avec des prix pas chers. La lettre au Père Noël, avec ce côté, les rayures rouges et blanches, on s'est dit, on va aller travailler avec des créatrices de contenu, des influenceuses, et puis on va leur dire, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ta lettre au Père Noël, et on va réaliser leur rêve. Bon, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire affréter un avion pour aller en Laponie et aller caresser des rennes, qu'on ne pouvait pas faire le Père Noël, tout ça, etc. C'était compliqué. Mais on s'est dit, vu nos budgets, vu nos timings, etc., en fait, si on peut le faire sous IA. Donc on a toute une campagne avec 3 films capsules qui sont mixtes, où on a loué un appartement, on est parti avec les filles, on a tourné avec notre boîte historique avec laquelle on travaille depuis 1 an et demi, qui pour le coup s'est équipé. Donc c'est hyper intéressant d'avoir l'impression de challenger le marché et de tracter le marché, parce que pour l'affichage, on a dû partir avec d'autres partenaires qui étaient plus prêts, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui répondait sur le marché. Là, on a stretché notre agence et on est parti avec eux. On a fait quelque chose qui est mixte, qui est hyper fort visuellement, et on est hyper content parce qu'il y avait un propos. Donc nous, ça nous permet vraiment de faire des choses hyper folles qu'on n'aurait sûrement pas fait, parce que soit la technique... l'aurait pas forcément permis, soit parce que des histoires de budget, mais qu'on n'aurait pas mis ailleurs. Et ça nous permet aussi de travailler avec nos prestataires et d'être encore plus créatifs, inventifs, et en fait, on s'éclate. Et ce qui est fou, c'est que c'était hyper pragmatique à la base. C'est que finalement, vous vous êtes dit, on va essayer d'utiliser ChatGPT et on va voir les cas d'usage sur lesquels on peut accélérer. Ça a commencé par le SEO pour finalement arriver sur l'image et la vidéo finalement. Ça t'ouvre le champ des possibles, en fait. Ça devient, quand on dit la créativité limitée, c'est absolument ça. Donc voilà, après, il y a des choses qu'on a fait qu'on ne referait plus forcément de la même façon. L'affichage, nous, on est quand même une marque, on dit qu'on est authentique, etc. On est hyper incarné.
le modèle, enfin, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'âme dans un modèle qui est fait par Midjourney ou Stable Diffusion. Donc moi, ça me manquait un peu ce côté, cette chaleur, ce charisme. Vous remarquerez sur nos campagnes, on est la seule marque de lingerie non américaine en tout cas, à prendre des filles qui sont un peu différentes en termes de beauté. C'est des filles avec du charisme, c'est des filles qui ont la tête rasée, c'est des filles qui ont des bagues, etc. Donc si vous voulez, ce serait à refaire, je ferai un truc mixte comme on l'a fait là à Noël. Après, on avance en marchant, les techs ne sont pas forcément toujours prêtes. Encore une fois, Midjourney, il y a 1 an et demi, c'était le freak show. Maintenant, c'est devenu super beau et vous avez même des fakes, on dirait que c'est du vrai Macron ou du vrai pape. Donc voilà, on avance en marchant, on réfléchit aussi à remettre les gens au centre. Donc je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on fait des castings de talents, de graphistes, de dessinateurs, de designers qui travaillent sous IA parce qu'on a envie aussi d'utiliser nos plateformes qui sont quand même assez puissantes pour valoriser des jeunes talents sous IA. Mais on remet l'humain au centre, comme on l'a mis avec nos influenceuses et nos créatrices de contenu, qui sont des filles qui ont aussi des talents, des valeurs. Sur les 3, il y en a une qui venait de faire un bébé. On trouvait ça intéressant de prendre une jeune femme, elle est très jeune, en postpartum pour faire de la lingerie. Parce qu'on est un peu des militants quand même. On a une jeune femme qui est très engagée dans la lutte contre les violences animales et qui sort des gens de la rue. Et puis on a une jeune femme aussi, au même titre que dans la beauté, vous prenez des actrices et des mannequins qui sont un peu les rôles modèles de certaines générations. Les jeunes générations, ils se projettent sur ces filles qui sont en fait des multi-entrepreneuses qui sont capables d'écrire une histoire, de la filmer, de la monter, de faire des effets, etc. Donc souvent on se dit, elles font rien. Non, en fait, elles ont un job, elles ont 10 jobs, elles font des trucs de fou. Et ça donne de la proximité, plus qu'une grande star hollywoodienne, à des gens qui utilisent ces outils et qui se projettent. Et donc nous, c'est notre job de travailler cette proximité, de dire, voilà, on donne la parole et on donne de la visibilité aussi à des beautés qui sont différentes, mais qui se rapprochent plus des beautés de nos clientes. Merci Marie. Et côté Auchan, l'IA générative, vous l'avez utilisé pour l'instant plutôt pour des solutions internes finalement, pas trop pour l'aspect marketing. Excepté pour le cas d'usage, c'est pas vraiment du marketing, mais pour le cas d'usage que je citais tout à l'heure, qui est celui finalement du service client, on est en train de déployer effectivement pas mal de cas d'usage plutôt internes. Alors il y en a un qui est par exemple en ce moment une demande des ressources humaines, une IA générative qui va permettre de répondre aux questions des collaborateurs, s'ils sont submergés de questions, combien de jours de vacances il me reste, sur le télétravail, sur plein de choses en fait. Et ça, c'est une base documentaire qu'on a. Donc on va pouvoir, par exemple... pour les fonctions support et exactement. faire gagner du temps. Exactement. Il y a des cas très spécifiques, puisque comme j'ai à la fois l'IT et la data, Auchan, on a quand même une dette technique à traiter, ou technologique à traiter, qui est assez importante. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à ce que pouvait nous apporter l'IA générative de ce point de vue-là. Et donc, on a envisagé plusieurs choses. J'ai eu de longues discussions avec mon CTO, notamment à propos de la réécriture de code et de la production de code informatique par le biais d'une IA générative. Il était très sceptique, il pensait que ça ne le ferait pas et que un bon framework permettrait finalement d'aller aussi vite et d'être plus performant. D'ailleurs, je le rejoins à ce propos, quoique j'ai lu un papier récemment d'une universitaire où il y a 7 IA génératives qui ont été mises ensemble et chacun a un rôle spécifique. Et d'ailleurs, elles se promptent les unes les autres pour produire un logiciel et c'était relativement concluant. Toujours est-il que ça reste quand même très R&D, donc on n'en est pas là. Mais en revanche, on travaille beaucoup sur l'utilisation d'IA générative pour documenter cette dette qui est très mal documentée, sur laquelle on a une documentation très hétérogène, très éparpillée. Parfois, ça nous permet de parser du code et d'en tirer aussi un certain nombre d'informations. Et ça nous permet de gagner en productivité plutôt que de faire du reverse engineering. Par exemple, en logistique, on a un dispositif middleware en fait, qui est très, très ancien, très painful, qui nous embête un peu et qu'on doit remplacer. Et donc, le fait de l'avoir documenté, d'avoir utilisé une IA générative pour décortiquer, rétro-ingénierer ce qu'il fait, ça nous permet de gagner en productivité de manière très considérable. On gagne environ 30% de productivité
grâce à ce dispositif qu'on a déployé. Ah oui, 30%, c'est quand même pas rien. C'est conséquent parce que effectivement c'était très laborieux et donc il fallait encore une fois faire du reverse engineering, documenter, lire le code. Parfois le code était mal commenté, on ne comprenait pas très bien ce que les développeurs avaient voulu faire. Donc c'est quand même parfois une aide très très précieuse. On regarde aussi avec le CTO dans quelle mesure on peut pas faire du code review via une IA générative, c'est-à-dire une relecture de code via une IA générative. Donc on est en train de revoir les choses de ce point de vue-là. En data, c'est pareil. On est en train de déployer ce qu'on appelle une couche sémantique avec une solution qui est proposée par Google. Cette couche sémantique va nous permettre de faire du self-service BI, donc de manipuler des objets plutôt que du code SQL. Et donc de donner un peu plus la main au métier, puisqu'on a beaucoup de demandes et on est victime d'un bottleneck, d'un goulot d'étranglement, et donc on n'est pas en capacité de répondre à toutes les demandes. Et l'idée est de donner au métier, à certains utilisateurs avancés, la possibilité de produire leur propre tableau de bord en manipulant des objets plutôt que du code SQL. Mais une fois que ce travail de sémantique, parce qu'on doit poser ce qu'on appelle une couche sémantique sur les bases de données, si je simplifie un peu. Et donc une fois qu'on aura ces couches sémantiques, rien ne nous empêchera, je pense que l'étape d'après sera de faire du prompt to BI ou du prompt to reporting et de poser des questions en langage naturel et d'obtenir des rapports en langage naturel. Donc voilà, il y a un certain nombre de cas d'usage justement qu'on est en train de déployer et qui vont nous permettre de gagner aussi en productivité dans la transformation d'entreprise. Donc j'ai justement te demander où est-ce que tu mettais le curseur entre finalement la vision un peu pragmatique de la data qu'on a au jour le jour, à se dire voilà, le bon KPI à la bonne personne au bon moment pour la prise de décision, vs l'IA générative qui permet finalement d'aller chercher des gains de productivité et de génération d'images, de contenu comme on en a parlé à l'instant. Toi finalement tu as utilisé l'IA générative pour permettre finalement de nettoyer ta data entre guillemets ou en tout cas de simplifier ton data lake. C'est un cercle vertueux parce qu'on doit avoir une data qui est bien, comment dire, qui est qualitative, qui est bien pilotée. Ça a été une étape d'ailleurs ces dernières années. Parce que la première fois que j'étais CDO, on avait des dirigeants circonspects qui se demandaient dans quelle mesure, à l'époque où justement les GAFA arrivaient, j'étais à l'époque chez Publicis, on se demandait dans quelle mesure, pourquoi Facebook et Google nous faisaient du mal et surtout dans quelle mesure il fallait maîtriser en fait cette data, ces technologies. Donc on a fait beaucoup de proof of concept, de tests, de proof of value, etc. Puis aux alentours de 2018-2019, en fait, on s'est confronté à la fois à des entreprises qui avaient compris que ça pouvait apporter de la valeur et donc un afflux de demandes et une difficulté à gérer le goulot d'étranglement. Et donc on a commencé à parler de data mesh à ce moment-là, c'est-à-dire de diffuser, de démocratiser l'usage de la data, et puis aussi de l'industrialisation, de data ops. À l'époque, moi, j'ai justement, je changeais d'entreprise, je n'étais pas encore chez Auchan. J'ai beaucoup travaillé avec l'IT de cette entreprise, c'était la Redoute, et qui m'a finalement initié, et c'était mon premier lien avec l'IT, à l'ops finalement, à l'exploitation, à des modèles plus opérationnels qui doivent être maintenables, évolutifs, etc. Et donc pour pouvoir faire de l'IA générative, on doit pouvoir se reposer sur des choses stables, maintenables, des données qualitatives, parce que finalement c'est comme un être humain. Si vous donnez en entrée à une IA générative des informations qui sont de mauvaise qualité, qui sont fausses ou plus d'actualité, etc., ça va vous produire un résultat qui ne sera pas satisfaisant. En revanche, vous pouvez aussi utiliser l'IA générative pour vous aider à rendre cette donnée plus qualitative et à travailler sur la qualité des données. Donc, encore une fois, je pense que c'est un cercle vertueux, mais il n'y a pas d'antagonisme pour moi entre les socles data qu'on doit pouvoir déployer et l'IA générative. C'est les deux en même temps. Ouais. Et puis on voit bien que finalement ça coûte pas forcément, enfin ça dépend des cas d'usage, mais je suppose que toi, Marie, chez Wendy's, ça vous a pas coûté des milliers et des cents justement d'utiliser l'IA générative, au contraire. Donc on peut faire les deux finalement. On paye sans non plus, ChatGPT, on paye Midjourney. Et le reste, après, quand tu passes par des agences, puisque comme vous avez compris, nous, on se fait aider,
parce qu'on a besoin de monter en compétences, etc. Puis l'idée, c'est pas de remplacer, enfin voilà, on n'a pas de DA en interne, etc. On paye l'agence. Donc après, c'est comme quand tu payes un photographe, un réal, bon bah là, à la place de je sais pas quoi, il y a un prompt engineer ou un colloque de prompt engineers. Donc voilà, c'est pas. Après, nous, on n'est pas rentré dans justement la grosse data derrière, etc., les gros sujets IT, parce qu'on est encore très front. Donc nous, c'est assez longue de flot. Encore une fois, c'est un nouvel outil. Et soit on l'utilise avec des partenaires, mais c'est les partenaires qui l'utilisent comme une solution, en fait, qui est proposée, soit on l'utilise comme vous utilisez PowerPoint. Donc nous, il y a quand même pas mal de petits usages qui sont faits. Enfin, quand je dis petits, moins ambitieux qu'un affichage national. Mais par exemple, je vous donne un exemple, on est très très bon sur TikTok. On est meilleur que des marques comme Etam, Intimissimi, Calzedonia, Tezenis, qui sont beaucoup plus gros et beaucoup plus internationaux. Parce que en fait, vous êtes bon sur un réseau social quand vous respectez les règles du réseau social et que vous avez compris pourquoi les gens y vont et qui sont les gens qui y vont. Et sur TikTok, les gens veulent vraiment, vraiment du vrai. Donc en fait, on fait beaucoup de office life. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des filles dans les équipes qui font des trends au bureau, qui font des contenus au bureau, qui font des démonstrations de produits, on appelle ça des hauls, etc., des unboxings. Sauf qu'au bout d'un moment, la moquette du bureau, le mur du bureau, le truc du bureau, bon, ça, c'est pas hyper joli en termes de construction d'image de marque, c'est pas fabuleux. Donc les filles se sont fait toute une bibliothèque de fonds jolis, pop, colorés, jaune, bleu, vert, etc. Et quand elles font par exemple un hack, donc un hack c'est un truc et astuce pour vous dire, bah voilà, je veux pas qu'on voit mon soutien-gorge dans le dos quand je mets une robe décolletée par exemple, elles se collent sur un fond comme ça. Donc ça a l'air de rien, mais nous ça nous permet d'avoir une image qui est quand même vachement plus quali pour le prix de ce que vous payez quand vous prenez Microsoft Office ou Photoshop. Ça leur permet de s'éclater en termes de créativité et aussi d'image, tout en étant bon sur nos KPIs parce qu'on fait effectivement ce qu'il faut faire. Ou quand on a lancé cet été une collection inspirée de Bridgerton, j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps d'aller à Versailles. On s'est fait un Versailles sous mi-journée. C'était rose, c'était jaune, il y avait des macarons partout, c'était hyper sympa. On l'aurait pas fait. Je serais pas allée à Versailles pour faire un shoot pour Instagram. Donc c'est vraiment devenu un usage. Financièrement, voilà, il faut payer l'abonnement mensuel à l'un et à l'autre. Donc c'est pas non plus des milliards. Donc c'est vraiment un usage d'être humain. Nous on le voit vraiment comme des outils pour les êtres humains et un peu de formation. Ou c'est même pas de la formation parce que c'est très intuitif. Enfin voilà, c'est ce que tu disais, c'est du langage naturel, fais ci, fais ça. C'est plutôt de la sensibilisation et de la découverte en disant aux gens ceci existe, vas-y, essaye-le. Et c'est marrant parce que c'est pas toujours les métiers qu'on imagine qui vont l'utiliser. Qui l'utilisent, c'est souvent des gens, soit parce que c'est par nature des gens plus curieux, ou justement des gens qui aimeraient bien, mais qui savent pas. Et qui s'éclatent en fait. Mais justement, j'allais y venir sur les raisons et les moteurs, on va dire, de l'utilisation de toutes ces IA. D'après vous, c'est lié à quoi? Pourquoi on en parle seulement aujourd'hui, sachant que tu le disais toi-même, Samir, ça fait quand même depuis 2005 que ça, entre guillemets, que ça existe. Est-ce que c'est lié, je ne sais pas, au fait que les algorithmes maintenant sont quand même plus accessibles, surtout avec tout ce que fait Meta en open source, etc. Est-ce que c'est lié à la contrainte du marché qui se tend de plus en plus et donc on se dit que ça peut être une solution? Alors, les technologies existaient, les réseaux de neurones existaient, mais c'était pas performant, c'est-à-dire que ça marchait très très mal. Ouais. Si tu prends l'IA générative il y a 5-6 ans, je sais pas si tu te rappelles de DeepMind, de ce que faisait Google en Ouais. fait à l'époque. Bon, c'était un peu gadget et ça produisait des choses qui étaient relativement pas exploitables, enfin qui étaient très peu exploitables dans une entreprise. Les premières percées significatives, ça a été le computer vision, et là on a commencé, on en a partout, hein. Souvent quand je demande autour de moi qui utilise l'intelligence artificielle, il y a des gens qui me disent non, moi je l'utilise pas. Tu regardes sur la table, ils ont un iPhone. Le simple fait de prendre une photo avec un iPhone, il y a des filtres, il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup d'IA derrière une photo. C'est pour ça qu'on est si bon photographe. En réalité, on n'est pas aussi bon photographe qu'on le croit. Et s'il n'y avait pas toutes ces IA qui repassaient derrière, on aurait des photos de moins bonne qualité. Quand on sort d'un parking maintenant à Lille ou à Paris, on n'a plus besoin de la plaque d'immatriculation est reconnue, etc. Donc à chaque fois qu'il y a une percée, à chaque fois qu'on arrive à obtenir des résultats qui sont... et c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs l'intelligence artificielle, qui peuvent nous leurrer finalement du point de vue de notre propre capacité. C'est-à-dire qu'un computer vision voit maintenant aussi bien qu'un être humain est capable de reconnaître. Maintenant, je paye avec mon téléphone. Moi,
j'ai de la reconnaissance faciale et c'est mon visage qui me permet finalement de payer. Et donc, c'est pareil pour les LLM et donc pour l'IA générative et le NLP, et, enfin le Natural Language Processing. C'est qu'aujourd'hui, grâce à ces progrès, parce qu'on a entraîné ces algorithmes sur des volumes de données très importantes, etc. C'est grâce en fait à ces percées qu'on commence à avoir des usages et qu'on s'en empare. Tant que ça fonctionnait mal, on ne voulait pas s'en emparer, c'était très décevant. Je ne sais pas si tu te rappelles, par exemple les vidéos YouTube où on avait des sous-titres automatiques. Oui. Une fois sur deux, c'était très approximatif. Donc personne ne les utilisait. Et c'est quand ça fonctionne bien qu'on commence vraiment à être bluffé, à les utiliser. Et encore une fois, je pense qu'on n'en est qu'au début. Mais en tout cas, petit à petit, on voit des choses arriver. Et je ne sais pas ce que sera le prochain gros progrès, mais il sera sans doute aussi marquant. Et peut-être aussi, c'est la combinaison justement du computer vision, des IA génératives, etc. On va pouvoir avoir des interactions ou des cas d'usage peut-être un peu plus complets. Et puis là où je suis absolument d'accord, je pense que la vraie révolution, c'est qu'en fait, tout le monde ici utilise des GPS. Vous allez sur Netflix, il y a une IA derrière. Vous allez sur TikTok, Instagram, là tout le monde est dessus. Vous avez déjà des IA, mais ce sont des IA de service. Et tout d'un coup, on est arrivé pour le grand public avec ChatGPT à une IA générative qui rentre en concurrence. En fait, c'est le côté impressionnant et flippant parce que tant que ça reste des trucs un peu, on se dit ah bah oui c'est efficace, c'est confortable, je peux sortir de mon parking sans payer, je peux sortir du magasin, etc. Voilà, on se dit c'est cool pour moi en tant qu'être humain. Tout d'un coup, on se dit il y a quelque chose qui écrit mieux que moi, qui fait mieux que moi. Je vais plus voir la. Il y a aussi des angoisses d'être humain, de plus savoir d'où vient la vérité, de plus savoir qui fait quoi, le robot, etc. Après, il y a tous les sujets. On peut en parler de la singularité Terminator, mais globalement, je pense que c'est le moment. La création, c'est très humain. C'est même pas animal, c'est très humain. Et tout d'un coup, il y a des machines qui arrivent à créer et avec un côté très impressionnant, très rapide. Enfin, moi, je me rappelle quand je voulais un peu impressionner les gens et dire aux gens quelque chose, je leur disais écris-moi une page de produit pour faire un diagnostic pour savoir quel rouge à lèvres ou quel vêtement il faut porter. Et le truc fait le truc en 2 secondes. Et en fait, c'est ça qui est impressionnant. Après, c'est un tour de magie, parce qu'en vrai, quand on regarde à l'intérieur, il faut le retravailler, il faut mettre de l'humain, etc. Mais c'est vraiment ce côté, je pense, un peu concurrence, qui fait aussi paniquer certaines personnes en se disant on va être remplacé. Aucune machine ne remplacera personne. Des gens qui utilisent les machines remplaceront, au même titre que les maréchals ferrants ont été remplacés par des types qui réparent des voitures. C'est le cycle naturel de la vie. Mais c'est ça qui, à mon avis, crée un événement qui est en fait un non-événement. Et qui va de plus en plus vite parce que ChatGPT, on en a la 12e version, Speed, Boost, etc. On a eu les agents, etc. Donc là, ça va très vite, mais je pense qu'en fait, nous, on en parle, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont intégré et c'est super naturel, surtout des jeunes générations, et qui, en fait, c'est même plus un sujet. Et tu parlais justement des risques, en tout cas des limites. C'est quoi, d'après vous, les risques et les limites de l'IA dans vos métiers respectifs? Vous faites attention de là où vous la donnez? Comment? Rapidement, pour moi, il y a 2 choses. Il y a le contenu de mauvaise qualité, parce que comme les IA vont se sourcer sur du contenu existant, aujourd'hui, le contenu sur le web, il est fait par des humains, les photos, le copywriting, les textes. Demain, s'il n'y a que des IA qui produisent, une IA sur une IA, enfin, demander à Midjourney de refaire du Midjourney, c'est la cata. Donc, je pense qu'après, ça sera bien pour les vraies agences SEO et pour les gens qui feront du finement ciselé du vrai humain. Donc, il y a le côté garbage, la poubelle, en fait, de l'IA qui se nourrit de l'IA. Et l'autre truc, c'est effectivement, je pense, la confidentialité de la data et ce qu'en pense l'opinion. Par exemple, nous, je ne mets pas de DDI, je ne fais rien qui est branché sur mon site parce que je ne veux pas que les gens se disent mes données personnelles et mes données bancaires. Parce qu'on a toujours un peu l'impression aussi du moment où la machine va surpasser l'homme et va aller se servir de mon argent, de mon machin. Donc c'est vrai, c'est pas vrai, ça arrive pas. Dans tous les cas, l'opinion est reine et moi je veux pas rentrer dans un truc où les gens commencent à se poser des questions, même s'il y a des KPIs intéressants derrière. Donc je pense qu'il y a aussi cette espèce d'angoisse qu'on a eue avec les GAFA, et sûrement souvent à raison, l'histoire l'a prouvé, de se dire la data quand elle est brassée par des machines, il suffit qu'il y ait eu soit un truc qui soit mal fait, ou soit un truc qui part en vrille, parce que le truc hallucine ou ça peut arriver, il pense qu'il est plus intelligent que toi. Donc ça, c'est un vrai risque. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est très frileux et qu'il faut rester hyper frileux, en fait. C'est mon point de vue.
Du coup, au-delà du fait de tout ce que tu viens de dire, bon, je suis complètement d'accord. Je pense il y a des aspects technologiques du coup que je vais juste rappeler. En fait, effectivement, grâce à ces technologies, on se retrouve plus vulnérable du point de vue informatique aussi. Il y a plusieurs façons de pirater des IA. Euh, Quand on parle de computer vision, par exemple, il y a des universitaires qui ont démontré qu'en changeant des valeurs de pixels, il y a plusieurs papiers qu'on peut trouver sur Internet, on peut faire croire à une IA qu'elle voit quelque chose alors qu'elle voit autre chose. Ils ont fait un test avec un grille-pain, des bananes, donc on voyait les bananes, l'IA voyait à 100% que c'était une banane, donc c'est toujours des probabilités, donc l'IA ne se trompait pas. Et puis dès qu'on changeait certaines, on mettait juste un petit objet à côté et ça trompait complètement l'IA et elle se mettait à voir un grille-pain à la place. Et alors, bon là, ça peut être amusant, mais quand c'est une voiture autonome qui doit reconnaître des sens Ouais, là, interdits, c'est un peu moins drôle. et c'est un peu moins, Ouais. c'est un peu moins drôle. Et pour l'IA générative, c'est la même chose. Il faut savoir qu'en informatique, on a par exemple des types d'attaques qu'on appelle le code injection, c'est-à-dire qu'on peut injecter du code dans un dispositif et lui faire exécuter des choses qu'on n'avait pas, enfin que le propriétaire du serveur ou de l'application n'avait pas prévu. Et en fait, quand vous remplacez le code par du prompt, c'est-à-dire par du langage naturel, ça devient plus facile. Dans les IA génératives, on a des prompts cachés en fait, qui donnent du contexte et qui essayent de dire aux IA voilà le contexte et tu sors pas du contexte. C'est-à-dire que si on te demande d'insulter un tel ou un tel, tu ne tombes pas dans le piège, etc. Et donc on va poser un cadre grâce à ces prompts cachés. Le problème, c'est qu'il est toujours possible de contourner ces prompts cachés. Il y a un chercheur qui s'appelle Simon Willinson, je crois, qui travaille sur le sujet, qu'on peut suivre sur Twitter, etc., qui montre que comme c'est du langage naturel, amener en fait ces IA génératives là où on veut les amener, c'est juste une question de temps et de persévérance et on arrive toujours à les contourner. Donc on a vu plein d'exemples, notamment avec Bing Chat par exemple, qui s'est mis à menacer les utilisateurs, à délirer, Snap, enfin il y a eu quelques exemples et le jailbreak, c'est-à-dire le fait de casser les prompts cachés, c'est devenu un sport de beaucoup d'informaticiens ou de spécialistes du prompt. Et donc, il faut être quand même assez vigilant parce qu'il y a ce genre de risques aussi qui peuvent survenir. Pardon. Merci pour ces risques et ces limites. Je vois qu'on dépasse le timing, mais je pense que c'est important de parler un peu de facteurs clés de succès et surtout de savoir, moi ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment vous avez, un tout petit peu, comment est-ce que vous avez priorisé vos usages IA et data au sein de vos entreprises respectives. Samir, peut-être, comment tu as fait, toi, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui décides de ta roadmap data? Est-ce que c'est les métiers? Est-ce que c'est transverse? Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait? Non, là aussi, en fait, on a une gouvernance qu'on a mis en place depuis quelques mois qui est centralisée avec une personne qui s'occupe de finalement arbitrer les projets qu'on a dans les entreprises, parce que encore une fois qu'on a fait la preuve de la valeur, que ce soit en data ou en IA, on se retrouve avec un afflux de demandes qu'on a parfois du mal à arbitrer, donc on fait ce qu'on appelle une project fair, et, on va venir arbitrer finalement les projets qu'on va déployer. En revanche, on a une cellule R&D qui sort un peu de ce dispositif de gouvernance. On a mis en place un framework make or buy. Donc ce framework nous permet d'arbitrer qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on achète, si ça existe sur étagère, si ça ne nous confère pas d'avantages concurrentiels significatifs, etc. Ça vaut peut-être le coup de l'acheter. En revanche, si on estime que ça n'existe pas, que ça peut nous conférer un avantage concurrentiel, etc., on peut prendre la décision de produire, quand c'est de l'IA, le dispositif nous-mêmes. Auquel cas, ça peut atterrir dans la cellule R&D, parce que souvent, si ça n'existe pas sur étagère, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est pas si facile à produire que ça. Donc, on essaie de ne pas se disperser, de choisir ce qu'on veut développer, et puis ensuite on développe, et comme je te le disais, c'est très exploratoire. Donc c'est pour ça qu'on sort, pour la R&D, on sort vraiment du process projet classique. Ouais. On ne sait pas si on va obtenir des résultats, si on va y arriver, on ne peut même pas donner de date exacte de delivery. Donc il y a un certain nombre d'inconnus. Alors dans ce cas de figure, on passe par la R&D.
Mais pour tous les projets, notamment buy, c'est-à-dire où on achète des IA génératives, où on déploie des choses qui sont maîtrisées, qui ont été déjà produites ailleurs, etc. Là, pour le coup, on a une gouvernance et ce n'est pas l'IT ni la data qui arbitre les projets, c'est l'entreprise de manière générale. Ok, super, merci. Alors, on n'a pas eu le temps de parler de change, mais j'ai quand même envie de vous poser une dernière question, sachant que le change était important. T'en as un peu parlé justement avec l'exemple du pricing. Est-ce que vous auriez justement un conseil pour les retailers dans la salle, justement sur l'exploitation, l'usage de l'IA voilà, est-ce que vous auriez quelque chose à leur donner comme conseil? Sur la partie marketing, c'est pas très compliqué. Je pense que de ton côté, il y a besoin d'avoir de l'infrastructure, de l'architecture, des experts, etc. Mais à partir du moment où vous utilisez des solutions grand public, c'est hyper accessible. Il faut juste être curieux. Et nous, honnêtement, c'est des affections personnelles qui ont fait qu'on s'y est mis et qu'on allait regarder et que en fait, il ne faut pas fantasmer le truc en fait. Merci. Très bien. Samir? Bah, rapidement, je vais juste redire ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'en fait, pour tout ce qui est usage marketing, etc., je pense, et on a encore depuis quelques temps quelques velléités, et donc on a des choses qui vont arriver. Et donc je pense qu'il suffit de s'approprier les technologies, et puis enfin, après, sur la partie back-office, ça implique beaucoup de choses. Ça pourrait être un sujet à part entière, donc je ne vais pas m'étendre, mais voilà, ça nécessite d'accompagner ce change, de comprendre que ça nécessite de changer les process, ça nécessite de changer les gestes métiers, il faut faire peut-être parfois un peu de process mining. Il y a aussi une adhérence forte avec la transformation d'entreprise, hein. Parfois on veut bien changer son process, mais il faut que les voisins dans d'autres équipes ou dans d'autres directions changent aussi leur process, parce que un process ne s'arrête pas là où commence celui du voisin, et pour changer son process, le voisin a besoin qu'on lui décommissionne tel ou tel dispositif IT. Donc c'est parfois un peu compliqué. Euh, donc ça se construit. Je dirais qu'en fait le change c'est aussi quelque chose enfin ça doit être accompagné. Il faut Ouais. une méthode et c'est une tâche assez lourde en back office en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Geoffroy.